Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour, merci pour votre invitation. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le ministre des Armées, de nouveau reconduit à la tête de ce ministère ô combien stratégique dans la défense de nos intérêts. Vous êtes aussi l'auteur du livre Vers la guerre, la France face au réarmement du monde chez Plomb. Nous allons en parler. Mais tout d'abord, Sébastien Lecornu, l'actualité, c'est la mort de Jean-Marie Le Pen. Il y a eu hier soir des manifestations de joie à Marseille, à Lyon, à Paris, place de la République, avec des tirs de feux d'artifice et des slogans antifascistes. Quoi qu'on pense du personnage, tel rassemblement, est-ce qu'il vous indigne, comme Bruno Retailleau qui a dit ceci: la mort d'un homme, fût-il un adversaire politique, ne devrait inspirer que de la retenue et de la dignité. Le combat politique, c'est pour les vivants. Et donc il faut poursuivre le combat politique avec les vivants, mais il faut respecter les morts. C'est une affaire de dignité, je crois. C'est quelque chose de même civilisationnel, et Bruno Retailleau a raison de le dire. Évidemment, Jean-Marie Le Pen a été, vous ne l'avez peut-être pas connu personnellement, un adversaire politique. Non, j'étais jeune en 2002, c'est un adversaire politique, mais une fois de plus, je pense que dans le champ civilisationnel, en tout cas dans le rapport personnel que j'entretiens, et avec les morts, et à la mort, il y a une forme de respect qu'il faut avoir, et les scènes de liesse, je crois, disent quelque chose d'assez dégradant sur le rapport que les vivants doivent entretenir avec les morts. Mais une fois de plus, on a ses opinions politiques, et le combat politique continue avec les vivants. Ça me semble simple et de bon sens. Dans l'actualité, justement, ce sont les hommages et les commémorations des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo, l'Hypercacher et Montrouge qui occupent nos pensées, nos mémoires dans un contexte de menaces terroristes prégnant. Une menace, Sébastien Lecornu, endogène, dont parle beaucoup le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, mais aussi exogène, et donc une menace liée à une capacité de projection liée à des groupes djihadistes au Sahel et au Proche et au Moyen-Orient. D'où vient, selon vous, le risque le plus important aujourd'hui par rapport à notre pays? Menace exogène, par définition, souvent plus militarisée, plus durcie, davantage planifiée. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a une mouvance djihadiste qui est en train de muter et dont les canaux numériques, d'ailleurs, sont en train de la réorganiser. On a une plaque africaine sur le Sahel avec différents groupes. D'ailleurs, tous ne sont pas liés à l'État islamique. Il y a aussi des branches, évidemment, d'Al-Qaïda. Une plaque sur l'Afrique de l'Est, une plaque sur le Proche et le Moyen-Orient, et on y reviendra parce que c'est tout l'enjeu aussi de ce qui se passe en Irak, mais aussi en Syrie, lié évidemment aux prisons et à la baddia syrienne, et de manière beaucoup plus significative, et de manière, je le crois, beaucoup plus préoccupante, des réseaux russophones qui partent globalement de l'Iran, toute la branche du Haut-Khorasan, et qui va d'ailleurs jusqu'aux Philippines. Et cette branche-là, russophone, on l'a vu avec l'attentat d'ailleurs même à Moscou, rappelez-vous du Crocus City Hall, l'attentat à Téhéran, il y a maintenant de cela quasiment un an, on a une branche de l'État islamique qui est en train de se réorganiser, qui est beaucoup plus déconcentrée qu'avant. Avant, il y avait quelque chose de très central avec Daesh, lorsque notamment le califat existait en Syrie et en Irak. Et désormais, on voit des cellules se réorganiser d'ici en Turquie, d'ici d'ailleurs en Iran, et qui objectivement sont particulièrement préoccupantes. L'activité des services, DGSI, Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur à l'époque pendant les Jeux Olympiques, DGSE nous ont permis pendant les Jeux Olympiques de mener beaucoup d'opérations, y compris d'ailleurs avec les armées françaises. J'ai communiqué encore récemment d'ailleurs, entre Noël et le jour de l'an, nous avons mené l'armée française dans le cadre de l'opération dite Chamal, qui est l'opération que François Hollande avait déclenchée en 2015, justement 2015-2016 avec Jean-Yves Le Drian à la suite des attentats. Nous avons encore frappé récemment des emprises de Daesh en Syrie, dans la baddia syrienne. Se réorganise, Sébastien Lecornu, ça veut dire que cette menace exogène est de nouveau réactivée? Oui, mais si vous voulez, des cellules... C'est important, oui. C'est-à-dire qu'elle est revenue sur le devant de la scène. Je crois qu'elle n'a jamais complètement disparu, point virgule, même si la plupart des attentats que nous avons connus depuis 10 ans étaient davantage liés à des menaces endogènes ou des radicalisations individuelles. Et c'est vrai qu'avec Bruno Retailleau, dans le moment dans lequel nous sommes, on est en train de redoubler d'efforts et de vigilance, c'est ce qu'Emmanuel Macron nous a demandé, parce qu'on voit bien que là, on peut avoir de nouveau une conjugaison d'un risque terroriste domestique, d'une radicalisation individuelle, mais aussi évidemment une menace dite projetée. Et ces cellules, comme je vous le disais, sont plus petites, plus autonomes, parfois plus difficiles à détecter. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2025, je remets beaucoup de moyens sur la DGSE. On communique peu, évidemment, sur notre service de renseignement, mais pour garder un plateau de lutte antiterroriste, de contre-terroriste très important, très soutenu. Bien sûr, alors du Sahel, du Proche et du Moyen-Orient. À ce sujet, sur la Syrie, on a vu que la diplomatie européenne, française et allemande s'est rendue en Syrie à la rencontre de l'islamiste au pouvoir, Abou Mohamed Al-Jolani, qui se fait appeler, c'est son nom, Ahmed Al-Shara. Est-ce que pour vous, Sébastien Lecornu, un islamiste peut être inclusif? Je pense qu'il faudra juger aux actes. Alors après, comme il se trouve que je suis ministre... Vous avez des doutes?
Alors, moi, il se trouve que je suis ministre de la sécurité extérieure des Français. Et donc, j'essaie de regarder très froidement nos intérêts. Qu'est-ce qu'on a comme intérêt en Syrie? Le terrorisme, on vient de le dire. Badilla syrienne, mais également la plupart des prisons dans lesquelles vous avez un certain nombre de détenus de Daesh. Ça, quel que soit le régime qui va venir en Syrie, français. Nous, de toute nationalité, et donc français aussi. Et donc par définition, c'est pour nous une préoccupation majeure. La deuxième des choses, elle est liée au terrorisme, c'est le Captagon. Trafic de drogue qui en général finance le terrorisme. Deuxième enjeu majeur. Troisième enjeu majeur pour nous Français, la dissémination d'armes chimiques, car comme vous le savez, le régime de Bachar al-Assad disposait de stocks importants d'armes chimiques. Puis le quatrième enjeu, c'est évidemment la réaction russe et iranienne qui viennent d'accuser un coup terrible avec la chute du régime de Bachar al-Assad et qui emporte un sujet que vous connaissez bien, qui est le sujet de la sécurité de la frontière entre la Syrie et le Liban. Ça, pour le ministère des Armées, c'est 4 sujets clés et qui ne sont pas que des sujets diplomatiques ou de pétition morale, mais qui sont des sujets qui touchent à la sécurité française, à l'intérêt des Français. Vous décrivez un bourbier sécuritaire. Dans un tel bourbier, pardonnez-moi, Al-Jelani, je repose ma question. Vous dites que vous attendez les actes. Il y a eu des actes passés. Daesh, il a quand même participé à des actions en Irak et en Syrie. J'imagine que pour nos armées, le voir arriver au pouvoir, ça doit faire... Non, mais de toute façon, il y a un bourbier syrien. Je crois qu'on aurait une carte ici pour montrer les différentes forces en Syrie, les bases russes d'un côté, les bases américaines de l'autre, les forces démocratiques syriennes à un endroit, les incursions turques à un autre, la Badilla qui n'est pas... Enfin, oui, il y a un chaos syrien depuis maintenant de nombreuses années. Il est lié à Daesh, il est lié à Bachar al-Assad. Comme ministre des Armées, je suis pas là pour faire la morale, je crois que ça va rassurer tout le monde. Je suis là pour regarder très froidement nos intérêts de sécurité. Et donc on jugera aux actes. Jean-Noël Barrot y est allé le week-end dernier, et les premiers mots qu'il a eu d'ailleurs pour ses interlocuteurs, c'était de parler de Daesh. On ne peut pas être plus clair. Face aux ambassadeurs avant-hier, Emmanuel Macron, évoquant justement les groupes djihadistes, cette fois-ci en Afrique, a affirmé que les dirigeants africains avaient oublié de nous dire merci, estimant qu'aucun d'entre eux ne gérerait aujourd'hui un pays souverain sans cette intervention donc française. C'est pas grave, ça viendra avec le temps, a ironisé le président français. Cette déclaration, Sébastien Lecornu, a été jugée comme méprisante par différents pays africains. Le Tchad a appelé au respect des Africains. Quant au Sénégal, il a rappelé que la France a contribué à déstabiliser une partie de l'Afrique avec l'intervention en Libye. Que répondez-vous à ces dirigeants africains? Déjà, il n'y a pas eu d'opération de lutte contre le terrorisme au Sénégal. Donc, faut pas tomber dans tous les pièges informationnels qui nous sont tendus. Qu'est-ce qu'a dit le président de la République lundi? Que globalement, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, s'il n'y avait pas eu l'armée française, ces pays seraient tombés aux mains des islamistes. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on constate par ailleurs? Qu'en général, lorsque nous sommes partis, la lutte contre le terrorisme ne se poursuit pas. Ce qui est d'ailleurs, du reste, un enjeu majeur pour nous, parce que vous avez des pressions migratoires qui peuvent venir du Sahel et remonter par le Maghreb, qui sont à redouter dans les années qui viennent. Mais ça veut dire soit qu'on est parti trop tôt, soit que les dirigeants africains ne sont pas investis dans la lutte contre le terrorisme. Les juntes militaires du Burkina Faso, 2500 morts civils, tombés sur des attentats terroristes depuis que nous sommes partis. Enfin, c'est un drame. Le sujet, c'est pas ce qu'on a déménagé nos bases. Le sujet, il est sécuritaire, il est humanitaire. Je lis aussi beaucoup dans la presse depuis 3 jours qu'on dit nous avons été remplacés par les Russes et les Chinois. Bon, il n'en est rien. Déjà, les Chinois ont donc un agenda économique très dur en Afrique, mais absolument pas d'agenda militaire. Il y a une base à Djibouti, mais elle sert à autre chose. Et les Russes, là où ils ont tenté de nous remplacer, n'y sont pas arrivés. On va parler de notre influence. Mais je vais vous dire une chose juste sur le Tchad. Qu'est-ce que vous dites, voilà, je vais vous dire, notamment aux dirigeants tchadiens, parce que ces mots, en fait, en réalité, ils vous accusent de néocolonialisme. Si j'étais mon propre intervieweur, vous me pardonnez cette coquetterie, vous savez combien de fois nous avons quitté le Tchad depuis maintenant de cela 4 décennies ou 5 décennies? 4 fois. Et la vraie question, en fait, c'est, et si demain, après être parti, un nouveau régime, parce que les alternances politiques sont là dans ces pays, un nouveau régime nous demande d'y retourner. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh ben, je n'ai pas la réponse à cette question. Et en fait, c'est ça dont, à mon avis, les forces politiques françaises, parce que parlons de nos intérêts. Le Tchad, la base de Tchad, c'est 300 millions d'euros par an pour le contribuable français. Donc, ça mérite, à mon avis, un débat aussi entre les forces politiques. C'est au fond, quelle est notre bonne présence en Afrique? Et ça, le président Macron y a répondu en disant, on a des bases, on y est resté parfois trop longtemps, et nous nous sommes substitués à des dirigeants politiques dans la lutte contre le terrorisme, croyant bien faire en faisant le travail à leur place. Et pardon, parce que je ne suis pas que ministre des Armées, je considère aussi que l'influence française en Afrique, elle n'est pas que militaire. Si elle se résume à une base, très franchement, c'est à mon avis complètement une vision 19e siècle, culturelle, économique. Le vrai agenda, il est à mon avis économique. Et je vais vous dire une chose, je pense aussi que nous ferions bien de regarder l'Afrique lusophone,
l'Afrique anglophone, on a vu ce que nous avons fait récemment en Éthiopie ou avec le Nigeria, qui sont des pays sur lesquels il y a une attente de France absolument énorme. Regardons déjà l'Afrique francophone, où nous avions quand même une influence. Alors vous niez aujourd'hui l'implantation et l'influence chinoise et russe, mais elle est réelle. D'ailleurs, en capacité... l'influence russe en capacité actuelle économique, les entreprises, la liste est impressionnante. Pour la langue, la francophonie a reculé. Pour la langue, c'est très juste. Sur les sujets de sécurité, je dois vous dire de la manière la plus clinique qui soit, là où les Russes, et notamment la SMP Wagner, qui d'ailleurs connaît des difficultés importantes, où le ministère de la Défense russe ont voulu nous remplacer, c'est un échec. C'est un échec tactique et c'est même un échec de coopération dans la manière de travailler avec les armées africaines. Mais je suis pas là pour donner les bons points, les mauvais points. Reparlons de nos propres intérêts. Le président Hollande a eu raison d'envoyer les forces françaises au Mali lorsque Bamako était à 2 doigts de tomber aux mains des djihadistes. Est-ce qu'ensuite nous sommes restés peut-être trop longtemps dans cette opération qu'on appelait Barkhane, avec quand même pratiquement 60 morts pour la France dans cette opération? C'est probable. Et je pense que là, on revient lucidement à un bilan. On ne peut pas faire le travail à la place des pays concernés, qui sont des pays souverains. Alors, Sébastien Lecornu, on poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1. Il y a l'influence, il y a aussi l'ingérence. Emmanuel Macron a parlé de la France et des États-Unis lors de cette conférence devant les ambassadeurs et donc évidemment de Donald Trump en dénonçant, au sujet cette fois-ci d'Elon Musk, une internationale réactionnaire. D'abord, quel est l'objectif d'une telle internationale ? Je pense qu'il y a un projet politique défendu par Elon Musk, mais ça, à la rigueur, comme ministre des Armées, j'ai pas d'appréciation particulière à avoir. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a toujours eu une influence américaine par les GAFA, par les grandes entreprises. C'est pas ce dont parle le président. Non, mais j'essaie d'aller plus loin devant vous, parce que c'est la première fois que je m'exprime sur ce sujet, et de dire en fait que je pense qu'au-delà des tweets de M. Musk, on ferait mieux surtout de regarder de très près ce qui va se passer sur la stratégie spatiale. Je pense que le vrai enjeu... C'est l'une des batailles. Pardon de parler de nous à chaque fois, et de parler des intérêts français, mais je pense que c'est ce qu'on attend de moi. De voir SpaceX et de voir le patron de SpaceX rentrer dans l'administration américaine, pour la première fois, vous allez avoir des intérêts américains privés qui vont quasiment se juxtaposer à l'administration américaine. Pour autant, je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait une confusion ou une fusion des entreprises et cette administration. Comment vont réagir les Européens, notamment dans notre souveraineté, notre capacité à garder un accès à l'espace? C'est vrai pour les lancements en courte orbite comme en haute orbite, en orbite haute, pardonnez-moi. Ça, je pense que c'est un sujet clé. Donc, il y a ce que le président de la République a dit. Je renvoie le ministre des Affaires étrangères à s'exprimer sur le sujet. Moi, je mets un autre sujet sur la table en même temps. La bataille spatiale. Mais je pose la question, toujours autour d'Elon Musk, cette supposée ou réelle ingérence. Est-ce qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures? Vous parliez justement de l'action d'Elon Musk quand il s'est agi d'un autre milliardaire. Je pense à George Soros. Et ça nous concerne tous, puisqu'il a financé des ONG en Europe. Personne, en tous les cas, on n'a pas entendu le gouvernement français s'indigner de son ingérence. Non, je ne pense pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Enfin, moi, une fois plus, je respecte la souveraineté de chaque pays. Donc, ça ne me viendrait pas à l'esprit que... Vous voyez, pendant la campagne américaine, j'ai été très prudent sur ce que j'ai dit. Tout le monde ne l'a pas fait, d'ailleurs. Moi, je fais attention à ça. Donald Trump qui continue, Sébastien Lecornu, de promettre la fin de la guerre en Ukraine. À ce sujet, Emmanuel Macron a appelé l'Ukraine à des discussions, je cite, réalistes sur son territoire, donc au sujet du territoire ukrainien. Est-ce un appel lucide à acter de concessions territoriales alors que Kiev est en difficulté sur le champ de bataille? Alors, difficulté, c'est certain, avec une ligne de front qui évolue très lentement, à vrai dire, avec une érosion. Je pense que ces 10 derniers jours, on parle de 85 à 90 km² qui ont été grignotés. Sur Koursk, les Ukrainiens ont tenté une contre-offensive depuis dimanche sur lequel ils reprennent un peu du terrain. Non, ce qu'il faut comprendre dans ce qu'a dit le président de la République, c'est que de fait, au fond, on voit bien que dans les discussions qui pourraient exister, vous avez au fond plein de critères, mais vous avez 2 familles de sujets qui retiennent l'attention de toutes les capitales. La première, c'est évidemment le sort des territoires occupés par la Russie. C'est ce qu'a dit le président de la République en précisant que c'est à la main des Ukrainiens et que c'est aux Ukrainiens de décider ces paramètres. Mais ça veut dire que ce n'est plus un totem. Mais en fait, ça ne l'a jamais été. Ça dépendait de la situation tactique et militaire. Parce qu'en fait, vous voyez bien que dès lors que la ligne de front est en train de sécher, de se durcir, elle s'installe dans la durée. Donc c'est le principe de réalité militaire. Nos démocraties médiatiques, il faut qu'on a perdu de sa vue, mais enfin, c'est la situation tactique sur le terrain militaire qui donne ça. Donc la première famille de sujets, c'est évidemment les questions territoriales. Et le président Macron n'a pas dit quelque chose de très nouveau, au fond. Il l'a dit publiquement, c'est certain, mais en disant, ça reste à la main des Ukrainiens. Et il y a une deuxième série de sujets qui sont clés, qui nous concernent très directement, c'est quelles sont les garanties de sécurité que l'on peut apporter à l'Ukraine demain. Traduction plus claire, comment on fait en sorte que ça ne recommence pas. Pour l'Europe.
Oui, parce que Géorgie, parce que Crimée, parce que Ukraine, on peut pas ne pas voir les 10 dernières années, et donc Moldavie, point d'interrogation, Pays-Baltes, point d'interrogation, eux sont dans l'OTAN, et Ukraine, le reste de l'Ukraine demain. Et un autre point d'interrogation, monsieur le ministre des Armées, l'Europe de la Défense, et à chaque fois la même question, c'est avec qui l'Allemagne, on considère l'Allemagne comme un partenaire dans cette Europe de la Défense, mais la réalité, est-ce que vous pouvez nous le dire ouvertement et officiellement, si je puis dire, l'Allemagne ne nous considère pas comme un partenaire dans l'Europe de la Défense, elle regarde toujours vers l'OTAN. Oui, alors, général de Gaulle disait dans ses conversations avec Alain Peyrefitte que les Allemands étaient naïfs et qu'ils n'en finissaient pas de s'en remettre indéfiniment aux États-Unis, lesquels Américains ne viendraient jamais complètement au secours de l'Allemagne. Vous voyez, c'est en 1962 ou 63 qu'il dit ça à son ministre de l'Information de l'époque. Donc le problème, il est ancien. Vous avez une part des Européens qui sont dans une relation transatlantique que je pourrais qualifier de naïve. Elle est ancienne, elle est liée à l'histoire. Il ne semble pas comprendre dans ces capitales qu'au fond, démocrates comme républicains d'ailleurs, on parle beaucoup du président Trump, mais Mme Harris disait des choses peut-être de manière... Oui. Peut-être plus diplomatiquement en tout cas, mais globalement qui consiste à dire qu'il y a un pivot qui est en train de se faire de l'Europe vers le Pacifique Nord. La question chinoise monopolise toutes les attentions à Washington. Donc les Européens n'ont pas d'autre choix désormais que de se prendre en main sur les sujets de sécurité et de défense. Et dans les différentes capitales, vous avez des réactions qui sont différentes, mais vous savez qu'il y a un débat électoral actuellement en Allemagne, et on voit bien que ce sujet est un sujet de campagne électorale en Allemagne. Du reste, ce ne l'a pas été suffisamment chez nous, je le crois, en juin dernier. Peut-être reviendra-t-il à l'occasion. L'armée française qui a formé des soldats ukrainiens, monsieur le ministre des Armées, au sein de la brigade appelée Anne de Kiev. Et on a financé cette brigade de laquelle des centaines de soldats ukrainiens auraient déserté. Vous le confirmez ? Alors, 55 désertions lorsque la demi-brigade était en formation sur le territoire national. Les chiffres qui ont circulé, notamment de la part de journalistes ukrainiens, sont absolument pas confirmés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le principe de la formation de la brigade, c'est de faire sa cohérence. Vous prenez 2000 hommes, vous formez l'état-major, tous les systèmes de bataillons et de compagnies, et vous donnez les armes qui vont avec, et la formation qui va avec ces armes, et la doctrine qui va avec. Ça s'appelle mettre en cohérence tout ça. Bon, il se trouve que pour des raisons de besoins tactiques, visiblement, l'armée ukrainienne a explosé cette brigade lorsqu'elle est retournée en Ukraine. Que nous avons financé. Oui, mais j'ai envie de dire pourquoi ils l'ont fait-il. Enfin, c'est la guerre. Et pourquoi nous l'avons financé dans ce cas-là ? Mais parce qu'il fallait le faire. Enfin, je crois que l'aide à l'Ukraine n'est pas à débattre. Enfin, on peut en débattre, mais en tout cas, votre question, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé sur la brigade ukrainienne. Et donc, ils ont reventilé globalement les différentes compagnies de cette brigade sur différentes lignes de front. Mais je veux vous dire, souvent sur les plateaux de CNews, il y a des débats sur faut-il rétablir le service militaire. Bon, je pense qu'on a une bonne illustration aussi de ce qu'est une armée de conscrits. C'est-à-dire une armée avec des gens qui ne sont pas volontaires, qui ne sont pas professionnels, qui doivent être formés très rapidement, et pour lequel, lorsqu'on a un combat de haute intensité face à l'armée russe, eh bien, évidemment, il y a des sujets de faiblesse. Et bien sûr que c'est important, parce que dans le livre, quand je défends l'armée de métier, quand je défends l'armée professionnelle, il faut que celles et ceux qui nous regardent comprennent que les combats d'aujourd'hui, dans des univers dans lesquels il y a des drones, il y a de la guerre électronique, il y a un combat en 3 dimensions, tout ça a changé. On dit que c'est 14-18 l'Ukraine, c'est 14-18 avec beaucoup de technologie. Et donc il y a une professionnalisation. Oui. Et donc c'est un enjeu, la question de la conscription en Ukraine est d'ailleurs un grand débat politique. Et des moyens, intérieur. monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer ce matin la sanctuarisation des augmentations du budget de la défense ? Vous avez averti que si ces évolutions n'étaient pas, vous aviez averti que ces négociations plutôt, que ces évolutions n'étaient pas négociables. Est-ce que ce matin vous avez eu la confirmation que tout sera bien maintenu ? Non, mais c'était déjà sanctuarisé dans la copie que Michel Barnier avait arrêtée. Et François Bayrou a décidé de repartir de la copie de Michel Barnier. Enfin, vous voyez, même copie, mêmes évolutions, mêmes augmentations. Mais je l'ai toujours dit de toute façon, c'est pas un plafond, c'est un plancher. On va arriver à 50,5 milliards d'euros pour 2025. C'est juste suffisant. Pour répondre aux besoins de sécurité. Sinon, de chiffres qu'on ne comprend pas, on est arrivé à 31 milliards d'euros en 2017. On arrivera aux alentours de 69 milliards d'euros en 2030, point d'étape à 50,5 milliards d'euros. Oui, parce que la modernisation de notre dissuasion nucléaire nécessite des moyens, parce que la modernisation sans précédent de notre armée de terre depuis la fin de la guerre froide nécessite des moyens. On parlait du spatial, vous avez désormais des sauts technologiques qui nécessitent des moyens. Et comme en plus on souhaite protéger notre souveraineté, c'est-à-dire ne pas dépendre d'autres puissances, quelles qu'elles soient, et ben forcément, ça mérite un investissement important. J'ajoute du reste que cet argent, c'est quand même beaucoup de milliards pour celles et ceux qui nous écoutent, en plus un mérite, c'est qu'au-delà de nous protéger, ce qui est le mérite essentiel,
les répercussions en termes d'emploi, de croissance et de balance commerciale extérieure sont énormes parce que derrière, évidemment, ce succès en appelle d'autres et appelle aussi à des points de croissance et de l'emploi. On va conclure, Sébastien Lecornu, avec une question sur votre livre, Vers la guerre, la France face au réarmement du monde, qui rencontre un véritable succès, preuve qu'il y a une appétence pour ces sujets. Vous livrez une analyse incisive sur la position de la France face aux crises géopolitiques. Tout à l'heure, à la question de notre influence, vous avez répondu qu'on n'avait pas perdu notre influence, mais est-ce que vous reconnaissez qu'on a un retour quand même des États-puissances que Kissinger avait appelé un monde néo-westphalien? La France fait face aujourd'hui à des nations comme la Turquie qui rêve de l'Empire ottoman, de l'Iran qui rêve de l'Empire perse, etc. Que pesons-nous face à tout cela? Alors je sais justement, le livre n'est jamais que la mise en page de mes notes depuis 2 ans et demi, et de fait j'essaie de montrer ça. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet ensemble-là n'est cohérent et ne s'unit que par le refus du monde occidental, en tout cas du monde, on va dire, tel qu'il a été imaginé au XXe siècle. Après, ils sont quand même. C'est tout le Sud global. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder 2 choses. Un, de voir que tous ces pays ont des problèmes internes énormes. Vous voyez les 4 heures de conversation de Vladimir Poutine avec les différents auditeurs russes. Vous avez la moitié de cette conversation qui repose sur l'inflation et les questions migratoires. Et l'autre phénomène important et intéressant, c'est de voir au fond qu'une vieille théocratie désormais comme l'Iran n'a quand même pas que des choses à voir avec un pays comme la Russie qui vient d'une ère post-soviétique, ou la relation entre l'Inde et la Chine dont on sait qu'elle est complexe. Donc à la fois, il faut bien comprendre qu'il y a une alliance de circonstances pour réfuter ce que nous sommes, que pour autant, c'est pas un monde monolithique. Et pour conclure, c'est pour ça que je suis beaucoup plus optimiste sur la France. Il faut pas qu'on fasse de France bashing. Alliés mais non alignés, on a un rôle particulier. Et vous voyez la relation particulière qu'on a avec Pékin. On n'a pas la même diplomatie que Washington, de toutes les évidences, pour aborder le défi chinois. La relation de grande proximité que nous avons avec l'Inde. Et ça, quelles que soient les échéances à venir, quels que soient les gouvernements, la vie politique intérieure française, il faut qu'on conserve impérativement cette singularité française qui nous protège dans la durée, en plus de notre réarmement. Merci Sébastien Lecornu. Vers la guerre, alors point d'interrogation, on peut l'enlever puisque la guerre est aux confins de l'Europe. Merci d'avoir été notre invité. Il y a un débat quand même, c'est pour ça que j'ai mis le point d'interrogation. Tout à fait, bonne journée à vous.